Bonjour Mélissa, bonjour Marie et bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez. Notre dernier podcast portait sur notre auto-affranchissement dans le monde de l'argent. L'argent mène le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder l'auto-affranchissement dans le monde politique. Mélissa va nous présenter le grand portrait du monde politique dans lequel nous vivons afin de mieux comprendre comment fonctionne ce monde et percevoir des ouvertures pour s'en libérer. Marie poursuivra en approfondissant la signification du vote. Et personnellement, je mettrai l'accent sur les conséquences de donner son pouvoir à l'extérieur de soi et la nécessité de revenir à soi afin de transférer le pouvoir de notre ego au pouvoir de notre âme. Comment l'être que je suis peut manifester son autorité suprême et passer à autre chose. Mélissa, je te laisse la parole. Merci Huguette et bonjour Marie. J'espère que mon son est bon. Alors, sans faire aujourd'hui l'analyse géopolitique des événements, je vais tenter de vous présenter des principes qui nous gardent dans l'illusion et qui font que nous donnons notre pouvoir à l'extérieur. Avant tout, j'aimerais dire que la politique est un sujet d'une importance capitale. Tout d'abord parce qu'il est transversal, il touche à tous les domaines de nos vies, que ce soit l'argent, l'éducation, la santé, les lois, euh, l'environnement, la famille, etc., etc. Et ensuite, c'est un sujet capital parce qu'il touche à notre pouvoir personnel que nous avons chacun de nous, le pouvoir de nous gouverner, le pouvoir de prendre des décisions sur nos vies, sur notre personne, sur nos corps. Et donc, il est absolument essentiel de comprendre le fonctionnement de la politique, le fonctionnement réel, c'est-à-dire d'en avoir une vision d'ensemble, par-delà les illusions si possible, pour qu'on puisse reprendre notre propre pouvoir personnel et individuel. Avant tout, je vais poursuivre par quelques définitions pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Donc, deux petites définitions. La politique. La politique consiste en la gestion de l'État, en l'organisation et l'exercice du pouvoir au sein de la société. Officiellement, la politique a pour objectif d'assurer la sécurité et la protection des sujets de l'État, c'est-à-dire les citoyens. En échange, les sujets se soumettent à des devoirs et des obligations pour le bon fonctionnement de l'État. Les politiciens sont les gérants de l'État et sont organisés dans une structure qu'on appelle le gouvernement. Mon propos va être en deux parties. Une première partie qui concerne ce qu'on est habitué à voir, ce qu'on a l'habitude de voir. Une deuxième partie qui concerne ce qu'on a moins l'habitude de voir, ce qui se cache derrière les voiles. Donc, dans une première partie, sur ce qu'on a l'habitude de voir, il y a je dirais deux piliers. Le premier, c'est la scène politique. Donc, c'est la scène où on voit des oppositions, des divergences entre partis politiques, entre courants politiques, courants d'idées, etc. Et le deuxième point, c'est un enchaînement des événements qui paraît toujours illogique, sans lien, décousu, chaotique. Alors, revenons à la scène politique, à ce premier pilier. Comme son nom l'indique, la scène politique, c'est réellement une scène. C'est-à-dire que c'est comme une scène de théâtre où des acteurs politiques viennent jouer des rôles d'un scénario écrit à l'avance. On n'accède pas au pouvoir euh, à la tête des États, des grandes puissances, si par exemple on n'a pas de sang bleu. Donc on n'accède pas à ces positions-là par hasard. L'objectif de la scène politique, c'est de nous donner l'illusion du choix. Donc, c'est de nous donner l'illusion qu'on est libre de choisir entre des programmes, des partis politiques différents, la droite ou la gauche, les démocrates, les républicains, les verts, les jaunes, etc. Et pour l'exercice ou juste pour le jeu, je nous invite à prendre par exemple un débat télévisé d'une élection présidentielle, n'importe laquelle, et de voir comment les politiciens se donnent en spectacle
comment ils font semblant de s'opposer, comment ils font semblant de se contredire, comment ils font parfois semblant de s'insulter. Et ensuite, de les voir tous se retrouver dans des fêtes et des milieux huppés, comme le révèlent les affaires de pédocriminalité très récentes d'Epstein et de P. Diddy. Donc la scène politique, c'est comme une série télévisée, ça nous garde distraits, ça permet d'alimenter nos discussions, ça nous donne des palpitations, ça nous énerve, ça nous réjouit, euh, et donc ça capte notre attention et draine notre énergie. Qu'on vote à gauche ou à droite, pour le parti X ou Y, le résultat est toujours le même. Rien ne change, tous sauf exception, quand ils arrivent au pouvoir, ne tiennent pas leurs promesses et poursuivent le même agenda mondial. Cet agenda mondial, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle de l'humanité, la domination et l'esclavage pour tous. Cet agenda-là, il se décline ensuite au niveau régional, au niveau national, au niveau local et va changer en fonction des époques, va prendre des formes différentes en fonction des époques. Par exemple, en Afrique, il y a quelques siècles, on a eu l'esclavage. Ensuite, cet agenda-là, il est devenu l'impérialisme. Ensuite, il est devenu le colonialisme. Et aujourd'hui, il est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, c'est juste les formes qui changent, mais l'esprit reste le même. L'agenda reste le même. Il se poursuit. Et ceux et celles qui osent s'opposer à cet agenda sont tout simplement éliminés ou tués par des coups d'État ou tout simplement par des empoisonnements tués. C'est par exemple le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso, le cas de Patrice Lumumba au Congo, de Barthélemy Boganda en Centrafrique ou même de JFK aux États-Unis. Et pourtant, année après année, c'est quand même étrange qu'on ait toujours à croire qu'il y a des programmes différents et que on n'arrive toujours pas à comprendre que tous ces programmes, in fine, convergent vers un même objectif et répondre à un même patron. Mon deuxième point concerne ce que je disais, c'est que les événements nous sont présentés toujours de façon décousue, illogique, sans lien entre eux. Et cette méthode-là, l'objectif de cette méthode-là, c'est que nous ne fassions jamais les liens entre les événements, que nous ne comprenions rien à ce qui passe, et pour ne pas avoir de vision d'ensemble et rester ignorant et inconscient de la réalité. Je vais prendre trois événements qui se sont produits récemment. Le premier, c'est la pandémie de 2020, ensuite qui a été suivi par la guerre en Ukraine et ensuite par le conflit israélo-palestinien. Et donc ces événements-là sont présentés comme apparaissant tout d'un coup et se succédant sans transition, sans lien logique. On ne sait pas le lien entre la guerre en Ukraine et la pandémie, mais on sait que la guerre en Ukraine a mis fin à la pandémie. Ensuite, on a vu le conflit israélo-palestinien qui est réapparu, alors que ça fait 70 ans qu'il dure ce conflit-là, et qu'il n'y a toujours pas de solution. Et donc, les événements, en fait, c'est comme si les conflits ne sont pas, ou les crises ne sont pas purgées, qu'une nouvelle crise surgit, etc., etc. Et cela nous garde un peu comme toujours préoccupés, toujours distraits, confus par tout ça. À cela, il s'ajoute le spectre de la euh, crise économique qu'on connaît aujourd'hui et évidemment du dangereux réchauffement climatique. On voit bien avec les pluies, les inondations, les ouragans par-ci par-là, etc. Donc, en apparence, nous avons des événements qui apparaissent tout d'un coup, qui sont comme si c'était le fruit du hasard qui nous tombait dessus, et cela a pour effet de nous garder confus, distraits et préoccupés. Maintenant, la deuxième partie de mon propos, ça va être allons voir maintenant, je nous invite à aller voir ce qui se cache derrière le voile. Tant qu'on ne comprend pas, qu'on n'intègre pas que les événements en politique sont planifiés de longue date et manipulés, que l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est pas la liberté pour tous, mais l'esclavage pour tous, et le fameux diviser pour régner, n'arrive pas à faire les liens entre les événements et surtout, on ne comprend pas la finalité. Et donc, on n'a pas de vision d'ensemble et on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc,
De un, tous les événements en politique sont planifiés de longue date et manipulés. L'orchestration de la pandémie récente à l'échelle mondiale est un parfait exemple. On a vu qu'il y avait eu des simulations dans des groupes de réflexion soi-disant les années d'avant. Ça a été consigné par des écrits dans des livres et ensuite ça a été déclaré pandémie en 2020, par exemple. Si je prends l'exemple du climat, on sait très bien que derrière la soi-disant préoccupation écologique, il y a l'agenda par exemple, des smart cities, des villes intelligentes qui a pour objectif une concentration dans les milieux urbains pour qu'on dépende des chaînes d'approvisionnement et de l'intelligence artificielle. Si je prends par exemple l'exemple de l'histoire, donc ça c'est que des exemples, mais c'est pour dire que tous les domaines sont comme ça. Si je prends l'exemple de l'histoire est manipulée pareil de A à Z, c'est-à-dire que ce soit l'histoire du Père Noël ou que ce soit l'histoire de l'Égypte ancienne africaine, on n'apprend jamais, jamais la vraie histoire parce que cela permet de nous garder ignorants et de façonner nos perceptions. Ensuite, mon point suivant, c'est que nous avons beaucoup de mal à croire que, que nos gouvernements sont capables de choses, on va dire, contre notre intérêt, euh, sont capables de conspirer contre nous. On a du mal à croire aux opérations sous faux drapeau. On a du mal à croire aux mensonges d'État, de s'apercevoir que finalement, ceux en qui on met toute notre confiance et toutes nos croyances sont capables de haute trahison et sont en réalité là pour assurer la domination et l'exploitation de la majorité par une minorité qu'on appelle l'élite des 1%. Donc les 1% qu'on dit les plus riches de la population mondiale et qui détient plus de 50% des richesses mondiales. L'attaque du 11 septembre, par exemple, aux États-Unis, est un parfait exemple d'opération sous faux drapeau, qui a ensuite permis l'instauration de mesures de lutte contre le terrorisme, de surveillance à grande échelle de la population américaine, notamment. Personnellement, depuis l'âge de 8 ans, j'ai vécu des coups d'État en Afrique centrale et je voyais très bien que les personnes qui venaient soi-disant délivrer le peuple, donc les groupes armés qui venaient soi-disant par la voie des armes délivrer le peuple, euh, venaient, donc arrivaient, donc ils saccageaient tout, ils pillaient, ils volaient, violaient, saccageaient tout, arrivaient, détruisaient tout, et ensuite arriver au pouvoir, donc à travers des élections qui étaient organisées, forcément ils gagnaient, ils arrivaient au pouvoir, et devenaient tout d'un coup, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont tout d'un coup blanchis, et ils deviennent de bons pères de famille à qui il faut faire confiance. Donc, personnellement, je viens d'un pays où on sait très bien que les politiciens, il faut s'en méfier, parce qu'ils sont capables de tout pour accéder au pouvoir, même à saccager et à détruire, pourvu qu'ils arrivent au pouvoir. Mon troisième point concerne l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir se fait toujours de façon hiérarchisée, pyramidale. C'est-à-dire, l'objectif, c'est le diviser pour mieux régner. Les strates inférieures ne savent jamais ce qui se passe dans les strates supérieures. Au bas de la pyramide, on a donc les citoyens, qui sont les téléspectateurs de la pièce de théâtre, qui sont nous, donc nous qui sommes ignorants et inconscients de la réalité. Et nous croyons, tout ce que nous voyons sur la pièce de théâtre, nous croyons que les résultats des élections présidentielles sont pas truqués, sont vrais. Nous croyons que les virus apparaissent et disparaissent, que les vaccins et les masques nous protègent, etc., etc. Au-dessus, il y a les acteurs qui jouent la pièce de théâtre, donc les politiciens. Et plus on monte dans la hiérarchie du pouvoir, plus les politiciens sont conscients de qui ils servent, savent qui ils servent. Et selon leur catégorie, ces politiciens vont se retrouver ensuite avec d'autres personnes de pouvoir et d'influence, comme des PDG de multinationales, du showbiz, des gens du showbiz, des banquiers mondiaux, des sportifs, des scientifiques, des religieux, dans des sociétés dites discrètes, des groupes de réflexion, et ils sont soumis évidemment à ces sociétés secrètes.
Ensuite, on a les groupes, donc ces sociétés secrètes qui sont des groupes d'influence. On a des lobbies qu'on connaît bien aujourd'hui, comme par exemple le Bilderberg, la Trilatérale, le Club de Rome, où se discutent des décisions politiques qui vont ensuite influencer le cours de l'histoire mondiale. Au-dessus, on a les sociétés ensuite secrètes. Et plus on s'élève dans la hiérarchie, et plus les personnes qui font partie de ces groupes-là savent qui sont les réels décideurs. En haut de la pyramide, on a les familles, ce qu'on appelle les familles de sang bleu, les familles royales, qui, elles, se réunissent dans des clans, dans des sociétés encore plus ultra secrètes, sont encore plus discrètes, qui sont vraiment dans l'ombre. Et la particularité de ces familles de sang bleu-là, c'est qu'elles ne sont pas complètement humaines. Elles sont à moitié ce qu'on appelle reptiliennes et à moitié humaines. Donc elles ont une concentration plus élevée de gènes reptiliens. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a des entités non humaines, appelées des reptiliens, qui contrôlent ces familles de sang bleu, qui elles-mêmes contrôlent les sociétés secrètes, qui elles-mêmes contrôlent les lobbies et les groupes d'influence, qui eux-mêmes contrôlent les politiciens, qui eux-mêmes contrôlent le peuple. Donc voilà, on a une belle pyramide du pouvoir qui permet de faire tenir tout ça et de maintenir et de faire régner la division. Enfin, mon dernier point concerne les marionnettistes, puisque nous sommes derrière les voiles. Qui sont donc ces marionnettistes? Alors, donc tout en haut de la pyramide du pouvoir, on parlait d'entités, je parlais d'entités reptiliens, dont l'objectif est de garder l'humanité sous contrôle, sous domination et dans l'esclavage, via des programmes de contrôle. Les programmes de contrôle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmations de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de nos habitudes, de sorte à ce que nos émotions, nos habitudes et nos croyances émettent une fréquence, une certaine fréquence favorable qui alimente ces entités-là. Donc, les programmes, ces programmations, ce sont par exemple nos croyances limitantes, qui sont créées, répétées, renforcées par des événements collectifs et individuels plus ou moins traumatiques. Par exemple, la peur pandémie qu'on a connue en 2020, c'est un bel exemple d'un rituel pour réveiller nos programmes de peur de la maladie, peur de la mort, et nous faire émettre des fréquences favorables à ces entités-là. Quand je dis des fréquences favorables, c'est-à-dire des fréquences qui alimentent ces entités-là, parce que ces entités-là vivent dans des fréquences, dans des espaces plus bas ou dans des fréquences plus basses que les nôtres, et donc ont régulièrement besoin que nous nous mettions à leur niveau pour les nourrir. Sinon, c'est compliqué. Et le rôle de tout ça, de la politique, ça va être de créer des événements traumatiques, de créer des événements déstabilisants qui vont créer des failles, qui vont créer des chocs et qui vont ensuite permettre à ce que les programmes soient insérés en nous. Donc, les événements traumatiques, je pense que tout le monde à peu près sait ce que c'est, ou les événements déstabilisants et répétitifs, ça va être les guerres, les génocides, quelque chose comme le 11 septembre aux États-Unis. Ça va être les mauvaises nouvelles à la télé, l'alimentation chimique, les ondes Wi-Fi, les dogmes religieux, les dogmes scientifiques, spirituels, etc. Et le but, en fait, c'est donc, comme je disais, c'est de créer des chocs et ces chocs-là vont permettre à ce que des programmes soient insérés en nous et soient ensuite renforcés, maintenus. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une lutte permanente pour maintenir nos perceptions limitées et erronées grâce à toutes ces programmations. Pour finir, je dirais que le rôle de la politique, c'est vraiment de programmer nos perceptions de la réalité, pour nous garder ignorants et inconscients, et faire en sorte que nous restions dans cette illusion, dans cette scène de théâtre, pour que cela profite à ceux qui nous gouvernent. Voilà, je vais passer la parole à Marie. Merci à vous pour votre écoute. Marie, le micro. Micro. Super. Merci, Mélissa.
pour cette belle introduction. Et c'est vrai qu'après t'avoir entendu, la question se pose, c'est comment peut-on ne plus voir la supercherie derrière les élections et surtout l'illusion de la démocratie. Donc, faire croire au mouton qu'il choisit son berger et que c'est lui, le mouton, qui dit au berger quoi faire pour son bien-être. Celui qui est venu avec cette idée de démocratie est vraiment un génie. Donc, malheureusement, on voit bien que le contraire est vrai. Le berger est au service de lui-même, mais surtout est au service des propriétaires de la bergerie. Et comme tu viens de le dire, Mélissa, euh, qui sont les vrais propriétaires de la bergerie? Ben, on sait qu'ils ne sont pas de notre planète Terre. Et donc, j'aimerais aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, car il est crucial pour que nous puissions comprendre vraiment ce qui se joue au niveau politique et aussi à travers notre vote que nous donnons à chaque élection. Sans cette compréhension des mondes invisibles, la politique n'a aucun sens. On voit bien qu'il y a des choses qui clochent. Donc, d'un côté, le peuple veut la paix, l'amour, le respect de la nature, la bonne santé, le bonheur, etc. Et puis, on voit bien que toutes les décisions prises par les gouvernements nous mènent tous, comme tu disais, à la guerre, au sexe, à la perversion, à la destruction de la nature, à la maladie, à la laideur, à la peur, etc. Donc, on voit bien ces contradictions flagrantes. Mais ce fossé entre les individus et leurs gouvernants n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. C'est seulement que maintenant, grâce à notre conscience qui est plus élevée, on est capable de voir le mensonge tel qu'il est. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est aussi prêt à voir d'où viennent ces contradictions qui, en apparence, ne font pas de sens. Quel est l'intérêt d'un groupe d'humains à vouloir contrôler et exploiter un autre groupe d'humains de la même manière qu'on exploite un cheptel d'animaux? Vous me direz, bon, bah, c'est pour l'argent, c'est pour le pouvoir. D'accord. Mais une fois que vous avez déjà tout ça, tout cet argent, tout ce pouvoir, comme Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, pourquoi en vouloir encore plus? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de ce que j'appelle de point de satiété? Au niveau humain, ça n'a aucun sens. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui indispensable d'explorer au-delà de l'humain. Sinon, on reste dans la confusion. Donc toutes les civilisations dites anciennes, primitives, qu'elles soient d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et même d'Europe, avaient cette connaissance des mondes subtils. Mais avec la civilisation moderne occidentale, toute cette connaissance ésotérique a été effacée de notre histoire et de notre mémoire. Tout ça pour pouvoir garder le contrôle sur le troupeau humain. Ces entités sont des puits sans fond. Ce sont elles qui sont insatiables. C'est cette insatiabilité qui explique pourquoi la mainmise sur l'humanité doit être maintenue coûte que coûte à travers des systèmes politiques et économiques aberrants. Ce que ces entités ont besoin, chez les humains, je vais le répéter, même si Mélissa l'a dit, ce n'est pas matériel. Ils veulent même pas de notre chair, en fait. C'est totalement énergétique. L'humain est une pile Duracell sur deux pattes, comme l'a illustré le film Matrix. Donc, cette énergie est naturellement produite par le corps physique, vital et émotionnel. Mais les émotions de basse et très basse fréquence sont la nourriture essentielle pour ces entités. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Mélissa, mais elles ont besoin de ça pour pouvoir survivre dans leur dimension. Elles ont besoin de notre énergie. Sans cette nourriture, ces entités contrôlantes meurent. Donc on peut maintenant comprendre pourquoi nos gouvernants ne font pas
ne font pas grand-chose pour notre bien-être, nous, humains. Ils ne répondent pas beaucoup à nos aspirations les plus profondes, parce que leurs vrais maîtres sont cachés et ils ont faim, très faim. En fait, ils meurent de faim. Il faut constamment les nourrir à tout prix avec nos émotions à fréquence basse pour qu'ils puissent se maintenir en vie. Donc bien sûr, dans la pyramide, le petit politicien du village euh, ne sait peut-être pas qui il sert, mais le président de la République, le roi, eux, ils savent. Donc maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, qu'allons-nous faire? Après le réveil, plus ou moins douloureux, vient le moment de la décision. Donc, je ne vais pas empiéter sur la partie de Huguette, mais la question se pose. Est-ce que je veux rester un pauvre mouton impuissant qui a besoin d'un sauveur et d'un protecteur extérieur? Surtout que maintenant, je sais. Je sais qui je nourris à travers mes émotions. Pour moi, le choix, il est fait. Je veux redevenir, je dis bien redevenir, la jument souveraine que j'ai toujours été, mais qui a été bernée par le miroir de l'illusion. Ce moment de décision est crucial, sinon rien ne peut changer. Mais je sais que si vous regardez nos podcasts, c'est qu'il y a une partie de vous qui est prête à s'engager sur ce chemin personocratique. Personocratia est toute personne qui est consciente de sa souveraineté individuelle et qui s'applique à la manifester à travers des actions concrètes au quotidien, du mieux qu'elle peut. Donc, ici, nous ne parlons pas de faire des actions qui nous est impossible pour nous ou qui nous mettent en danger. Notre ego a cette fâcheuse tendance à toujours vouloir se focaliser sur ce qui semble impossible à faire dans l'immédiat. Il regarde toujours le mont Everest et il oublie qu'il peut commencer par les monts du Jura, qui peuvent être une balade très sympa. Donc l'ascension de conscience est toujours graduelle en chacun de nous. On peut monter très vite à un moment, puis atteindre des plateaux pendant des longues périodes. Ce n'est pas grave. Ces périodes d'acclimatation, sont nécessaires. C'est des moments d'intégration. Tout comme lorsqu'on fait de la plongée sous-marine, vous savez, il y a ces paliers à respecter, sinon on se met en danger physique. Donc il est important dans ce chemin personocratique de respecter son propre rythme. Il n'y a pas de règles, chacun d'entre nous est différent, chacun d'entre nous fait ce quoi euh, nous savons ce qui est bon pour nous de faire au moment donné. Donc ce retour à soi est très important sur ce chemin de conscience. Mais il faut commencer quelque part à un moment. À chaque pas qu'on fait, à chaque action concrète que l'on fait, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvre sur un autre univers qu'on ne pouvait pas avoir avant de passer la porte. Mais une fois qu'on a fait ce pas, on peut voir donc un autre champ qui nous offre de nouvelles possibilités. Et donc, c'est comme dans cette tour où je monte un étage et maintenant, bah tiens, je peux voir des arbres. Et puis, je monte d'un étage, donc un étage de conscience, de nouvelle conscience. Et puis là, soudainement, je vois une vallée avec des chevaux. Mais tant que j'étais au rez-de-chaussée, je ne pouvais pas voir tout ça. Je croyais qu'il y avait que de l'herbe. Et c'est comme ça que l'on se bloque, en croyant qu'il n'y a que ce que l'on voit au moment présent. Et donc, pour pouvoir voir d'autres possibilités, il faut faire des pas concrets, des actions concrètes, pardon, monter des étages de conscience pour pouvoir accéder aux nouvelles possibilités. Donc, on a tendance à vouloir la solution, le comment avant de faire le saut dans l'inconnu.
Et c'est là que nous bloquons la plupart du temps dans nos actions. Donc en ce qui concerne la politique et le gouvernement, bah, le mouton rencontre une très grande résistance. C'est très dur pour lui de voir comment le monde serait sans gouvernement, ou tout de moins sans structure hiérarchique pour gérer la société. La hiérarchie nous sécurise. On a tendance à vouloir remplacer un système par un autre système. Et avant de changer de système, on aimerait bien avoir une vision claire du nouveau système qu'on veut mettre en place. Mais malheureusement, tant qu'il y a hiérarchie dans ce système, on est toujours dans le mensonge. On reste dans l'ancien monde où le dominant domine et le dominé obéit. On ne fait en fait qu'ajouter de l'air conditionné à l'enfer existant. C'est plus facile, c'est plus agréable, mais on est toujours dans ce monde d'illusions et de mensonges. Or, le but ici, c'est d'en sortir complètement. Je suis, je m'inclus moi-même, comme la plupart de nous, je ne sais pas comment sera le monde sans gouvernement. Mais il y a une action concrète, simple, qui est faisable de suite aujourd'hui. Ça peut peut-être être une première étape pour certains d'entre nous. Donc, la première suggestion pour récupérer son pouvoir, c'est de ne pas le donner. Vous allez me dire, c'est évident, mon cher Watson. Cependant, beaucoup d'entre nous résistent à faire cette action tellement l'illusion du vote et de la démocratie est ancrée en nous. Ce qui fait que cette action est moins anodine qu'elle ne paraît. En effet, elle a un effet bien plus profond puisqu'elle vient chambouler une croyance extrêmement aliénante. Donc en politique, l'action première est d'arrêter d'aller voter pour qui que ce soit. Voter est un acte énergétique puissant. Un bulletin de vote mis dans l'urne avec un émargement, l'émargement de notre nom avec la signature, est en fait un acte de passation de pouvoir et un accord tacite de soumission à l'autorité. On nous a lavé le cerveau en nous répétant sans cesse, et même en nous culpabilisant souvent, que de ne pas voter, c'était laisser quelqu'un d'autre prendre le pouvoir. Comme tout est inverse dans ce monde, évidemment, c'est l'inverse qui est vrai. Voter, c'est autoriser un autre à prendre le pouvoir, c'est-à-dire à prendre mon pouvoir souverain avec mon consentement. Ce qui vient de pair, c'est mon consentement total à m'assujettir à son autorité et à obéir aux lois qu'il va mettre en place pour moi. Donc à chaque fois que je vote, je réitère mon consentement à m'assujettir à l'autorité extérieure et à lui avouer et à lui à et lui vouer, pardon, je me mêle les mots, à lui vouer obéissance. Donc je maintiens ce lien énergétique de dominant-dominé. Ne pas voter, c'est donc rompre ce lien. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais au niveau énergétique, c'est énorme. Maintenant que l'on sait que nos maîtres, je mets des parenthèses, euh, se nourrissent uniquement d'énergie. Donc ce qui maintient la hiérarchie, c'est mon consentement. Je consens à donner mon pouvoir à l'autre. C'est pour cela que les dirigeants et les élites font tout en leur pouvoir pour nous arracher notre consentement en utilisant la menace et la manipulation. Donc, ne pas voter, c'est ne pas reconnaître l'autorité extérieure et donc c'est un premier pas vers mon auto-affranchissement de mes maîtres extérieurs, qu'ils soient visibles ou invisibles.
Cette première étape me permet en fait de revenir à moi, de revenir en contact avec mon pouvoir individuel, souverain, qui est à l'intérieur, et ainsi agir à partir de cet endroit. Cette action amènera ma prochaine étape évolutive automatiquement, sans que j'aie pensé à penser au comment. Et c'est ça le chemin de Personocratia, c'est de faire ce premier mouvement et d'attendre voir ce qui va arriver. Car il va y avoir quelque chose qui va arriver et qui va être aligné à mon niveau de conscience à ce moment-là. Donc, je me laisse découvrir ce que je vais créer, car je suis créateur. Sur ces mots, je te passe la parole, Huguette. Merci beaucoup, Mélissa et Marie, pour votre présentation du grand portrait du monde de la politique qui permet d'ouvrir les consciences. J'ai personnellement envie d'introduire ma présentation en citant deux phrases bien connues. De tout temps, toutes les autorités, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. Deuxième citation, le rôle du bon berger, c'est de tondre les moutons et quand il ne reste plus de laine, de les conduire à l'abattoir et de leur faire croire que c'est pour leur bien. Le gouvernement n'a pas un rôle de sauveur, mais plutôt un rôle de percepteur. Il tond et conduit à l'abattoir. Pour ce faire, il nous ment. Que dire de plus? Tout est là. Voulons-nous continuer à faire avec? Nous allons devoir décider de rester dans ce monde infernal qui nous rassure parce que nous le connaissons bien, ou bien de passer à autre chose. Poursuivons notre exploration de ce monde pour s'en auto-affranchir. Tout d'abord, deux systèmes collaborent étroitement à assurer l'esclavage de l'être humain, la religion et la politique. L'un, la religion, a le pouvoir sur notre âme invisible, notre être, et l'autre, la politique, a le pouvoir sur notre corps visible, notre matérialité, notre avoir. Ils se complètent pour garder le mouton ignorant et inconscient de sa vraie identité et lui faire accepter de rester dans sa prison mentale, la bergerie. La plupart des citoyens croient que la fonction du gouvernement est d'assurer leur sécurité et leur protection. Ils font confiance au gouvernement, pensent qu'il fait pour le mieux, qu'il est bon pour eux et se soumettent volontiers à leur volonté. Dans les faits, il en est tout autrement. Le rôle de nos gouvernants, de nos gouvernements, consiste à faire en sorte que la minorité, l'élite, domine et exploite la majorité, peuple. Le programme politique est de contrôler l'ensemble de la population dans tous les domaines de sa vie, afin de renforcer leur propre pouvoir et de s'assurer que la population demeure inconsciente de son pouvoir réel. Le contrôle dans tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire l'appartenance à une religion, à un parti politique, la quantité de la population, la santé, la nourriture, l'environnement, les médias, l'éducation, l'histoire, les divertissements, les sciences, la technologie, l'appauvrissement, l'argent, la drogue, le sexe, l'asservissement, les lois, les cerveaux, les armes, l'armée. Toute une liste. La hiérarchie permet de diviser pour régner. On en a déjà parlé, hein. Le pouvoir politique est un pouvoir extérieur à nous-mêmes. C'est un système pyramidal, dominant-dominé. La hiérarchie assure l'obéissance de haut en bas. Tous obéissent à leur supérieur et le supérieur obéit en bout de ligne au dieu du mensonge, Satan. Dans un système hiérarchique, celui qui ordonne
et celui qui obéit sont distincts, séparés. Celui qui obéit dépend de celui qui est au-dessus. Il ne sait jamais ce qui va lui tomber sur la tête. Cette séparation dominant-dominé est la racine de la guerre en nous et à l'extérieur de nous. Cette séparation a été provoquée en inculquant au peuple qu'il y a un plus grand que lui, Dieu, le chef d'État, tous ceux qui paraissent être au-dessus de nous. C'est à partir de cette croyance que les autorités extérieures s'immiscent et contrôlent leurs esclaves corrompus, dépendants. C'est un monde basé sur le mensonge. Pour passer à autre chose, nous devons faire l'union entre autorité et obéissance. Nous devons obéir à notre autorité intérieure, à notre âme, notre conscience. C'est à chacun d'entre nous de le décider et d'agir en fonction. Personne ne peut le faire à notre place. Même dans une démocratie, les autorités au pouvoir pensent à leurs propres intérêts et servent les intérêts de ceux qui les commandent, et non les intérêts du peuple. Ils obtiennent les postes de pouvoir et s'assurent d'y rester le plus longtemps possible. Pour cela, ils fabriquent le consentement du peuple. Ils fabriquent le consentement du peuple à leur céder leur propre souveraineté en les manipulant et en leur faisant croire qu'il est incapable de savoir ce qui est bon pour lui. Ils usent de stratégies de manipulation des masses, comme la propagande médiatique, la manipulation mentale, la technologie, la tricherie, la tromperie, les divertissements, les messages subliminaux, les catastrophes, l'intelligence artificielle, et j'en passe. À moins d'y porter une attention particulière, nous n'y voyons que du feu. Le peuple est rendu à se taire, à être docile et à obéir, victime de son conditionnement de pauvre mouton peureux. Certains réagissent, se révoltent, la seule différence est qu'ils reçoivent des coups. Il est important de prendre conscience que lorsque je consens à céder mon pouvoir, je suis complice. Je collabore à l'idée de mon incapacité à créer ma vie. Dans ce cas, je suis moi-même dans le mensonge. J'ai tout simplement oublié qui je suis, j'ai peur, je vis une guerre intérieure et extérieure, je vieillis, je souffre et je meurs. Je peux décider de reprendre mon pouvoir. Les autorités politiques imposent l'obéissance, soit par le consentement, avec des carottes, qui sont le pouvoir, le profit et le prestige, soit par la contrainte, qui sont l'exclusion, la dépossession et l'élimination, et amènent la population à consentir à des choses inacceptables et à réclamer des choses qu'elle n'aurait jamais pensé vouloir par elle-même et pour elle-même. Par peur, nous faisons des compromis, nous vendons notre âme. La peur, l'ignorance, l'inconscience, la culpabilité sont utilisés pour garder le contrôle sur la population à tous les échelons de la hiérarchie, qui est un système de séparation autorité-obéissance, de haut en bas. Nous nous sentons coupables car les autorités nous ont fait croire, et la plupart d'entre nous le croyons encore, que nous sommes responsables de notre malheur à cause de l'insuffisance de notre intelligence, de nos capacités ou de nos efforts. Cette croyance engendre de la dévalorisation, de la faible estime de soi, de la dépression, de la soumission, et nous a fait et nous a fait perdre le contact avec notre autorité suprême intérieure. Je le répète. Cela nous a fait perdre le contact avec notre autorité suprême intérieure. Nous croyons aveuglément à une idéologie imposée. Il est de notre responsabilité de ne plus y adhérer, de ne plus y croire et de regarder la réalité. Nous pouvons sortir de ce scénario. Je peux sortir de cette croyance d'un plus grand que moi et reprendre les commandes,
retrouver mes facultés naturelles, ma puissance, cette énergie d'amour créatrice. Je peux retrouver ma liberté que j'ai troquée contre ma sécurité en faisant un transfert de pouvoir de mon ego, guidé par mes peurs, à mon âme, guidée par la conscience de qui je suis. Le monde de peur, de guerre et de mort dans lequel nous étions enfermés est en train de s'écrouler. J'ai le choix entre mourir de peur ou mourir à la peur, entre m'écrouler avec ou passer à autre chose. Je peux laisser ce vieux monde et revenir à ma souveraineté individuelle. Tout est à défaire. Je peux, lorsque mon âme me le dicte, abandonner mes comportements de mouton soumis, insoumis, corrects. Tous les jours, je crée ma vie, j'ajuste, j'apprends à faire autrement, j'accueille et je guéris les peurs que je traverse en faisant selon ma conscience. Je peux arrêter de chercher à comprendre, de vouloir tout expliquer, de tolérer l'intolérable. Nous sommes tous abusés, tous trompés. Je me réfère à moi-même et j'agis. Je peux arrêter de répéter ce que les autres ont dit, de reproduire ce que les autres ont fait. Je crée à partir de ce que cela me dit à l'intérieur de moi. Je suis mon intuition, les signaux de mon corps qui lui sait. Je suis unique et ma différence est ma richesse. Ma vie devient simple et joyeuse. L'heure est venue d'agir, de se révéler à soi-même. La solution est la souveraineté individuelle, c'est-à-dire que j'ai conscience que je suis l'autorité suprême intérieure dans ma vie, créatrice illimitée. Je fais l'union entre mon âme et mon corps, entre celle qui commande et celle qui obéit. Mes actions suivent mes paroles, je deviens cohérente. C'est la conscience de qui je suis qui me permet de faire cette union. Il n'y a personne au-dessus de moi et je ne suis au-dessus de personne. Adieu la hiérarchie. Notre être se manifeste de façon unique. J'agis autrement, sans attente. Aussi, l'action que je peux faire en mon âme et conscience est de laisser tomber les actions de dissidence politique, pétition, protestation, manifestation, c'est-à-dire d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Je peux cesser d'être gentille, cesser d'obéir. Je peux être vraie, authentique, créatrice. Je peux laisser tomber la quête de la reconnaissance et la peur d'être abusée, ainsi que le désir d'être correcte. Je reconnais qui je suis, je me respecte et je m'affirme. Je peux mettre fin au compromis, à la soumission et cesser d'accepter l'inacceptable. Je peux prendre conscience de ma paresse, de mon désir de facilité, de confort, et mon attitude change au fur et à mesure. Lorsque je reprends mon vrai pouvoir qui est individuel et intérieur, la décision juste jaillit de l'intérieur, sans loi, sans règle. Ma conscience m'oriente, mon corps lui obéit. Rien n'est fixe, tout demeure souple. Toute décision est instantanée et parfaite. Un renouveau constant. Chaque geste est vrai, nouveau et précis. Dans les moments de résistance, de panique, de perte de repères, je me souviens que tout est parfait pour mon évolution de conscience et je lâche prise. Le chien aboie, la caravane passe. Je m'abandonne aux directives de mon âme. Cela signifie aussi que les projections dans le futur ne sont plus de mise. Ces projections viendraient limiter, contraindre la manifestation de qui je suis. Je fais cavalière seule, sans hiérarchie, créatrice intérieure. Je ne veux plus rien. Cela se crée dans l'instant. Je deviens autorité suprême dans mon univers. Je m'accueille, je me découvre, je me transforme. Les possibilités sont infinies et inconnues. Rien ne sort de nulle part. Tout est inhérent à la matière. C'est ainsi que l'évolution se fait. Je laisse se révéler à moi qui je suis, progressivement, action après action. Je reste vigilante. Tout en affichant, affirmant et assumant qui je suis,
J'arrête progressivement de participer au faux pouvoir. En ce qui concerne ma conspiration, je décide de dire la vérité en tout temps. Je brise la loi du silence avec ma famille, mes amis, mes collègues, mes patrons, mes clients. En ce qui concerne ma corruption, quand je manque d'intégrité, je troque mon âme contre pouvoir, argent ou prestige. Je laisse aller mes rôles et mets fin à mon allégeance aux religions, aux ordres, aux sectes, aux sociétés secrètes, aux sciences, à mes croyances, etc. En ce qui concerne ma complicité avec le gouvernement, lorsque je vote, j'abdicte ma souveraineté. Aussi, je peux arrêter de voter, arrêter de quémander des privilèges et de la gratuité. Et je m'informe sur où va l'argent de mes impôts. Et j'agis selon ma conscience. Et en ce qui concerne mon consentement, j'arrête de donner mon pouvoir aux multinationales, au système éducatif, de santé, bancaire, de justice. Je sers mes besoins autrement, je m'informe autrement, d'autres formes de résolution se manifestent. J'obéis à mon âme, je ne cède plus aux diverses tentations. La fausse souveraineté extérieure entretient une soumission collective. En ce qui concerne le nouvel ordre mondial, il est là, entre autres, pour promouvoir la soumission, le jeu, le sexe, l'amour futile, la violence, le satanisme et tout ce qui peut servir le programme de la mondialisation, qui est l'inaction, l'abêtissement, le déni, l'idéologie. Ce sont les appâts de la servitude, les compensations de la liberté ravie. La conscience du monde dans lequel nous vivons nous pousse à faire le grand bond dans la nouvelle espèce. Le grand bond dans l'inconnu est celui de devenir qui je suis. Je suis l'autorité suprême, créatrice illimitée. Je l'accueille, je l'affirme et je l'assume. L'esprit est dans mon corps. Comme la liberté, la seule et vraie souveraineté est intérieure. C'est une révolution de la conscience. Nous passons à autre chose. Ma souveraineté individuelle me protège contre les effets de séduction indésirables. Elle détient la clé qui ouvre ma prison mentale et assure la fin de mon esclavage, la liberté. Je pense, je parle et j'agis autrement. J'entame un processus de transformation, j'agis en mon âme et conscience. La souveraineté est individuelle, intérieure, immuable, illimitée, immortelle. J'ai obligation de fidélité, d'obéissance à mon âme, ma souveraine, ma seule allégeance. Célébrons la souveraineté individuelle, l'unité dans la diversité. Je transfère le pouvoir de mon ego à mon âme, je donne carte blanche à mon âme sans attente de résultat, j'obéis aveuglément à sa volonté, quelle qu'elle soit. Je m'auto-libère, je suis amour, énergie créatrice illimitée. Je quitte la bergerie. Je repose en liesse que je suis. Voilà pour ma partie. Sur ces belles paroles, merci pour votre présence et pour votre écoute et au prochain podcast si vous le voulez bien. Au revoir à toutes et à tous. Merci Mélissa, merci Marie. Merci Huguette. Merci Marie. Merci à toutes les deux aussi et merci à tous. À la prochaine.